Bonjour Gwenaël, encore merci pour le temps que vous voulez bien m'accorder. C'est vraiment une super opportunité pour moi. Donc j'ai préparé quelques questions. Tout d'abord, je voulais qu'on s'intéresse un petit peu à l'œuvre en tant que telle. Est-ce que vous pourriez éventuellement me donner un peu votre avis vraiment sur l'histoire telle que vous l'avez reçue euh, au tout début? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a vraiment surpris en termes de contenu, en termes de narration? Et puis, plus particulièrement, j'aurais aimé connaître votre point de vue et aussi votre relation un petit peu sentimentale sur le personnage principal, un des personnages principaux du premier volume, qui est donc la scientifique Ye Wenjie. Alors moi, pour la petite histoire, j'avais lu, je pense, la trilogie pas très très longtemps après que soit sorti le dernier tome. Donc ça devait être 2010, 2011-2012, quelque chose comme ça. Donc moi, comme j'aime lire de la SF et que je lisais le chinois déjà à l'époque, il y avait un côté un peu naturel en fait, à ce que voilà, une œuvre qui était déjà un peu connue en Chine, qui m'avait été recommandée par des amis, finisse par tomber entre mes mains. Donc moi, ce qui m'avait vraiment capté, je pense captivé à l'époque, c'était l'ambition du truc, quoi. C'est-à-dire qu'on commence en fait en Mandchourie et puis on termine dans une sorte d'explosion cosmique, explosion pas au sens premier du terme, mais vraiment une sorte de magnitude immense à le bout de l'univers. Et tout ce chemin, tout ce parcours-là, en fait, c'est quand même assez émouvant, je trouve. Donc c'est ce qui m'avait vraiment beaucoup marqué à l'époque. Ce qui, je pense, a marqué aussi beaucoup de lectrices et de lecteurs, hein. Je pense que c'est l'ambition du projet littéraire qui est complètement fou et qui nous embarque, qui nous entraîne. Et concernant la protagoniste dans Ye Wenjie, alors, je pense que c'est l'un des personnages, si ce n'est le personnage de la trilogie du problème à trois corps qui est la plus réussie, peut-être parce qu'elle est la plus ambiguë ou la plus sensible aussi aux affres de l'histoire. Je pense qu'il y a une idée en fait derrière la trilogie qui est quelle place pour l'individu dans l'histoire en fait. Et la place de l'individu, elle est souvent voilà, à la fois passive et peut-être simplement, on va dire, cette sorte de rôle de témoin un peu de l'histoire. Et Wendy, elle a cette dimension supplémentaire qu'elle n'est pas forcément que témoin, mais aussi active dans le déroulé de l'histoire. Et en même temps, on s'interroge sur la, on va dire, la contingence de ses choix par rapport à une grande histoire qui serait celle de l'univers. Donc, je crois on identifie, je pense, assez facilement puisqu'elle elle permet de prendre connaissance ou conscience des traumatismes de l'histoire humaine et en même temps d'être complètement soumise aussi au cours du temps. Donc je trouve que en tout cas, ça doit être le personnage, je pense, de la série la mieux faite ou la mieux conçue. La plus complète. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait aussi une grande empathie qui se dégageait de sa personnalité. J'ai été assez surpris en parlant avec des amies chinoises notamment qui trouvaient que c'était un personnage assez négatif et peut-être un petit peu, oui, un anti-héros tel qu'il n'y en a pas beaucoup dans la littérature chinoise. Mais c'est vrai que je trouve qu'on s'y attache beaucoup et puis il y a un côté vraiment humain dans ses choix et ses dilemmes. Alors, la protagoniste qui a subi le plus les critiques de la part des lectrices, des lecteurs, en fait la protagoniste du troisième tome qui s'appelle Cheng Xin et qui voilà est souvent l'objet de critiques, voire même de haine, hein. Il y avait des campagnes en ligne quoi, en Chine où voilà, on accuse Cheng Xin d'avoir trahi l'humanité, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui en fait est au cœur de la trilogie et peut-être plus majoritairement des œuvres de Liu Cixin, c'est que souvent ces personnages ont assez peu d'épaisseur, en tout cas c'est la manière dont on le perçoit parfois, ou alors on a effectivement des personnages naïfs, c'est le cas de Cheng Xin par exemple, mais je crois que ça nous renvoie aussi à l'insignifiance en fait des individus quoi, dans le flux dont on parlait tout à l'heure, dans le flux de l'histoire ou dans l'immense
histoire de l'univers. Et je pense que c'est à la fois peut-être un défaut d'écriture, mais c'est aussi quelque chose de plus philosophique en fait, que finalement on pèse pas grand-chose, quoi. Et donc Wendy pèse peut-être davantage que les autres personnages, mais encore. Hmm, c'est intéressant. Et juste pour en revenir donc au début, au moment où vous mettez vos mains d'abord comme simple lecteur sur cette trilogie, j'imagine qu'à cette époque-là, vous imaginiez pas du tout qu'on allait vous solliciter pour la traduction. Alors, pas forcément, mais ceci dit, je pense, 2, 3 ans plus tard, quand j'ai eu un peu le temps, enfin non, en fait, j'avais pas beaucoup le temps, mais j'avais soumis le projet de le traduire à plusieurs éditeurs français et j'avais pas eu de réponse à l'époque. Alors, pour différentes raisons, en fait, il n'était pas encore traduit en anglais, il n'avait pas encore eu des prix littéraires, il n'y avait pas eu tout un barouf autour de la trilogie. Toujours pareil, vous arrivez avec une trilogie chinoise, donc avec des gros tomes d'un auteur inconnu, d'un traducteur inconnu. Donc c'était compliqué pour des éditeurs même spécialisés de s'y intéresser ou en tout cas de de prendre en tout cas la décision ou le risque de publier cette trilogie. Donc moi je sentais qu'il y avait quand même un certain potentiel. Alors peut-être pas au point où ça en est devenu maintenant, mais en tout cas j'avais le désir de le traduire dès le début de ma lecture, en fait, ou dès la fin de ma lecture, on va dire. D'accord, ah oui, je savais pas que ça pouvait aussi se faire dans ce sens-là, que le traducteur se proposait, entre guillemets, pour la traduction. Pour le chinois, c'est souvent le cas parce que, alors il y a des exceptions évidemment, quand vous avez des auteurs ou des autrices qui ont des agents, ou alors des éditeurs qui découvrent l'œuvre à travers leur traduction en anglais, euh, et de façon mais vraiment très très marginale, il y a des éditeurs qui lisent le chinois, mais enfin il y en a quasiment pas en France en fait. Donc la plupart du temps, c'est effectivement des retours de lecteurs. Et les lecteurs, lectrices qui sont les plus en contact ou en qui les éditeurs ont le plus confiance, c'est souvent les traductrices, traducteurs avec lesquels ils ont eu l'occasion de travailler. Donc, dans le cas du chinois, c'est assez régulièrement les traductrices, traducteurs qui apportent des projets, ne serait-ce que parce que l'éditeur, il n'en a pas entendu parler, il n'est pas en mesure de lire l'ouvrage dans sa version originale. Donc, c'est assez Enfin, moi, la plupart des livres que j'ai traduits, en tout cas, c'est moi qui les ai suggérés aux éditeurs. D'accord, Le cas du problème à trois corps est un peu différent puisque Actes Sud a pris contact avec moi après la traduction en langue anglaise. Donc je pense que soit ils l'avaient lu, soit ils en avaient entendu parler. Ils avaient peut-être lu que le premier tome, je pense. Mais voilà, ils avaient pris connaissance en tout cas du texte avant. Voilà, c'était pas d'accord. moi qui leur avais proposé directement. Donc là, j'imagine que dans ce cas de figure, vous n'avez pas dû la batailler pour vous vendre, entre guillemets, et que c'était eux qui connaissaient déjà votre travail et qui vous l'ont proposé. Oui, alors je sais pas trop comment ils étaient tombés sur moi à l'époque. Alors j'avais déjà traduit un roman de science-fiction taïwanais. Ceci dit, on n'est pas très nombreux à traduire de la science-fiction depuis le chinois, hein. Mais peut-être que c'était comme ça qu'ils m'avaient trouvé, parce que j'avais pas à l'époque proposé le texte à Actes Sud, qui avait pas encore sa collection d'ailleurs de science-fiction. Donc est-ce que c'est parce que... Alors je crois que j'avais été nommé un prix de traduction pour Membrane à l'époque, donc ce roman taïwanais. Peut-être que c'est comme ça qu'ils avaient trouvé mon contact. Je pense, mais alors j'ai jamais eu confirmation, mais souvent, quand il s'agit de grands projets comme ça, quand il s'agit de travailler avec des traductrices, traducteurs avec lesquels les éditeurs n'ont pas forcément l'habitude de travailler, qu'ils font parfois faire des échantillons de traduction à plusieurs personnes. On sait jamais, jamais 10 personnes, hein, mais peut-être à 2 ou 3 traducteurs. Il est possible que pour un projet de cette envergure, ils aient proposé aussi à d'autres traducteurs de faire un échantillon. Ils ont retenu celui qui considère le plus pertinent sur le moment. D'accord. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous avez dû à faire pour la trilogie. Alors si, pour la trilogie, moi, Si vous j'avais dû la- proposer un échantillon de un traduction. échantillon, d'accord. Donc ça représente, j'imagine, un chapitre ou des choses comme ça. C'est quand même quelque chose de Ouais, significatif c'est ou... pas énorme, hein. Ça doit être Ouais. 4-5 pages, pas beaucoup plus en fait, parce que en 4-5 pages, on se rend compte déjà de plein de choses. Ouais, Puis après, il y a sans doute aussi d'autres choses qui entrent en jeu, hein. C'est la discussion qu'on peut avoir avec l'éditeur, la manière dont on parle du livre. Alors ça, c'est vraiment le cas quand les éditeurs vous connaissent pas, qu'eux-mêmes sont assez peu connaisseurs en fait de la littérature sinophone. Aujourd'hui, il est peu probable qu'un éditeur me contacte pour me demander un échantillon de traduction parce que peut-être qu'il a déjà lu d'autres choses ou voit que j'ai déjà traduit plusieurs choses. Donc soit il me demande directement, soit il va chercher quelqu'un d'autre. ouais, bien sûr. Il y a suffisamment d'éléments pour déjà se faire une bonne idée.
Alors je suis tombé sur YouTube sur une des masterclass que vous avez données justement où vous preniez des extraits de traduction de vos élèves, je pense, ou de personnes qui s'étaient inscrites à probablement un exercice de traduction. Et puis vous faisiez une petite analyse des différentes façons de traduire, à quel point on pouvait avoir de la marge de manœuvre, etc. Et je me souviens que vous parliez de livres de chevet, de livres qui vous accompagnaient pendant la trilogie. Est-ce que vous vous souvenez des livres de chevet qui vous ont accompagné pendant la traduction de cette trilogie? Oui, alors c'est vrai que j'ai cette habitude en fait, d'accompagner mes traductions de livres que j'ai pas très loin, ou que je peux en fait soit lire avant, pendant, soit parfois même consulter, c'est tout bête, mais on feuillette quelques pages, on se dit tiens, il y a un mot, il y a une expression, il y a eu un rythme qui est intéressant. Souvent, ces livres de chevet, j'essaye de les baser sur à la fois les lectures qu'ont pu faire les auteurs ou les autrices que je traduis. C'est-à-dire si, il est de notoriété publique, qu'ils ont lu ou ils ont été influencés par telle œuvre, ou alors lors de nos échanges avec les auteurs, souvent je demande, ben voilà, si vous aviez trois livres à me conseiller de lire pour cette traduction. Et puis et des fois sur ce que je ressens moi personnellement en fait du texte et ce qui m'évoque ou ce qui me donne l'impression de faire écho à d'autres auteurs. Donc pour la trilogie, il y avait forcément Arthur C. Clarke. Alors dans leur traduction française, j'insiste parce que moi ce qui va m'inspirer en fait, c'est la langue française. Donc souvent en traduction, il y avait Rama qui est un grand roman de Clarke. La trilogie, alors c'était une trilogie de 2001, l'Odyssée de l'espace, parce qu'Arthur C. Clarke, donc, est l'auteur du roman qui a ensuite servi au film de Kubrick. Un peu de Jules Verne, mais Jules Verne, je l'ai surtout lu pour ses nouvelles, en fait. Les nouvelles de Liu Cixin qui sont très verniennes. J'ai mis la main sur Guerre et paix de Tolstoï, parce qu'en fait, Liu Cixin, je pense, c'est un auteur très tolstoïen. Mais ça s'explique aussi hein, pour des raisons historiques, littéraires. Et puis j'avais aussi des, des romans d'Alastair Reynolds, qui est un auteur de hard SF américain, mais qui finalement m'ont pas tant servi que ça au cours de la lecture. Voilà. Et puis de temps en temps, j'allais aussi piocher ce que je fais parfois, surtout pour des auteurs chinois, un peu moins pour des auteurs taïwanais ou hongkongais, dans des traductions je pense que j'avais dû consulter les traductions de Han Xiaogong, d'auteurs chinois un petit peu qui parfois avaient une approche pastorale qui pouvait me faire penser à celle de Liu Cixin. D'accord. Et donc, à part Jules Verne, vous n'aviez pas d'autres références, entre guillemets, en termes de SF française. Je pensais notamment à Barjavel, mais je ne sais pas si c'est un auteur que vous avez lu. Oui, oui, je l'ai lu, mais je trouvais pas que c'était pertinent forcément pour Liu Cixin. D'accord. Il m'arrive hein, de lire des auteurs français pour certaines traductions. Je me souviens par exemple donc, pour le roman dont je parlais tout à l'heure, Membrane de Tida Wei, qui est un auteur taïwanais. Je m'étais inspiré d'un roman d'un auteur français de science-fiction qui s'appelle Francis Berthelot. Le roman s'appelle Le Rivage des Intouchables. Et là, je m'en étais un peu inspiré. Alors, pour Liu Cixin, je me suis inspiré aussi dans la traduction d'un néologisme d'un auteur français qui s'appelle Michel Jury, qui lui-même est auteur de science-fiction. Et, mais moins, effectivement, plus pour le côté lexique, en fait, que le côté stylistique. Voilà. Il y avait plus D'accord. de choses, à mon avis, à prendre du côté de la littérature russe ou de la littérature vernienne, peut-être à la limite Victor Hugo, pour Liu Cixin. D'accord. Et justement, juste pour en revenir un peu à Tolstoï, quels sont les parallèles, entre guillemets, que vous voyez entre l'œuvre Guerre et Paix et puis là, cette trilogie? Ah, il y a l'idée, en fait, d'un temps long. Je pense chez Tolstoï, peut-être dans la littérature russe en général, mais surtout chez Tolstoï. Et puis l'idée ouais, de l'insignifiance des individus dans l'histoire, en fait, du fait que de toute façon l'histoire arrive et qu'on a beau s'agiter, au final, l'histoire elle passe, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez, et puis un côté épique, je crois, chez Tolstoï, ou des grands paysages, ou qu'on retrouve à mon avis chez Liu Cixin, qui je pense a lu, hein, Guerre et Paix. Et puis peut-être aussi de littérature de SF russe qui a dû être marquée par Tolstoï. J'avais réussi à trouver quelques textes, mais finalement assez peu de SF, de science-fiction russe en traduction. Il y a quelques traductions hein, qui sont
mais je m'en suis pas tant servi que ça finalement. Je les ai lus pendant la traduction, mais ça, je me suis pas trop inspiré. D'accord. Et est-ce que vous avez pu échanger avec Liu Cixin durant cette traduction, notamment pour savoir éventuellement si lui avait des recommandations? Oui, alors quand j'ai l'occasion, j'aime toujours discuter avec les auteurs, mais j'aime assez peu leur poser des questions sur leur texte, en fait. Ça dépend vraiment de chaque traductrice ou chaque traducteur. Moi, je considère que c'est une interférence, en fait, à la fois pour la traduction, pour eux aussi, parce que c'est jamais facile pour les écrivains, les écrivaines, d'expliquer ou d'interpréter leur texte, ou même donner des pistes de réflexion. Il y a plusieurs écoles, en fait. Il y a ceux qui vont soit en donner beaucoup trop, et peut-être que le moment auquel ils auront écrit le texte et le moment auquel ils vous présentent leur texte, ben, c'est deux moments différents. Donc les interprétations sont différentes. Tandis que le texte, lui, est là, en fait, il n'a pas bougé. Il y a ceux qui vont peut-être même avoir de la suspicion, de se dire, bah, il a rien compris ou quoi. Donc bon, c'est pas ça, en termes de confiance, ça, c'est quand même pas génial. Et puis, euh, et puis je pense que c'est le texte qui parle davantage que l'auteur, en fait. Donc si le texte est ambigu, il n'y a pas lieu de dissiper cette ambiguïté, par exemple. Donc, et puis il y a des auteurs qui, comme Liu Cixin par exemple, en fait, sont très peu prolixes sur leur travail. C'est-à-dire que si vous posez une question à Liu Cixin sur ce qu'il a voulu dire ou comment interpréter tel personnage, ce qu'essaient de faire un peu des journalistes chinois, par exemple, ou même d'ailleurs pas que chinois, vous allez être très déçu de ces entretiens, en fait, parce qu'il dit, bon, je sais pas, ou alors, ouais, je m'en rappelle plus trop, ou peut-être, non, mais j'ai pas pensé jusque-là, au mieux, toi aussi, ah, enfin bref, c'est donc c'est pas forcément utile. En fait, ce qui va être utile, je pense, davantage, hein, c'est de voir ce qu'il a lu, peut-être de comprendre sa vision du monde, peut-être de s'intéresser à ce à quoi il s'est intéressé, plus que véritablement le faire parler de ses textes. Après, on a eu l'occasion d'échanger, alors sur les textes même, pas tant que ça, sur d'autres choses, mais sur les textes même. Alors il y a un truc, souvent, c'est le défaut de certains auteurs chinois ou taïwanais, c'est dans leur transcription de noms étrangers, ils font n'importe quoi en fait. Donc ils disent il y a un français qui s'appelle et puis ils lui donnent une transcription en sinogramme, mais qui est pas du tout français ou française. Donc des fois il s'agit d'aller demander bah, est-ce que vous aviez pensé à quelque chose en particulier, et puis souvent ils me disent bah non je sais pas en fait j'ai trouvé que la sonorité faisait français ou la sonorité faisait italien. Donc c'est des fois des petites choses comme ça. Éventuellement, quand je pose des questions aux auteurs, alors s'il y a des coquilles, ça peut arriver, c'est-à-dire s'il manque une phrase, vérifier que c'est bien le cas. Ou alors des citations dont j'aurais pas retrouvé la trace. Ça m'est arrivé pour un auteur de taïwanais où il y avait une citation de Garcia Marquez et puis j'avais pas retrouvé la citation. L'auteur m'avait dit, bon, je sais plus. Donc bon, j'avais traduit à partir du chinois une citation de Garcia Marquez que j'avais pas retrouvée. Et puis, on avait eu un échange sur le titre du troisième tome aussi, qui était très différent en anglais. Et il m'avait dit voilà, qu'il n'avait pas du tout aimé le titre anglais. Donc, de toute façon, c'était un peu au choix de l'éditeur, mais que lui, il préférait garder un titre plus proche de son titre original. D'accord. Justement, pour la traduction anglaise, est-ce que vous avez été intéressé par regarder ce qui avait été fait en anglais avant d'attaquer votre traduction, ou est-ce que vous préférez justement garder une relation directe entre le mandarin et le français? Alors, j'aurais toujours de la curiosité, mais je la regarde jamais avant, jamais pendant. Mais parfois après, donc sinon ça parasite effectivement la traduction en fait. Comme la traduction c'est une sorte d'éventail assez large de choix. C'est pour ça que les traductions par exemple automatiques sont pas pertinentes en fait. C'est-à-dire que je peux tout à fait envisager que ce soit une sorte d'assistance, euh, mais ça ne vous donne qu'un choix. Or le problème de la traduction, ce qu'il y a d'excitant aussi dans la traduction, c'est que on a, et surtout avec une langue qui est un peu plus éloignée comme le chinois, c'est qu'on a plein de choix possibles. Et c'est vrai que lire pendant ou avant ma traduction, la traduction anglaise, ça me limiterait sur un choix. C'est-à-dire que les néologismes, ça me permettrait pas de, par exemple, hein, dans l'exemple de la trilogie ou de la science-fiction ou de la fantasy, ça vous donne une sorte de réflexe qui serait, ah oui, effectivement, on va utiliser ça. Tout comme peut l'être d'ailleurs la traduction automatique. Donc j'avais consulté la traduction de Ken Liu à la fin, mais j'avais pas lu en fait, hein. J'avais regardé des petits passages où ça m'était arrivé de regarder si dans les passages que j'avais lus, si j'avais pas oublié un paragraphe, mais en fait, c'était quand même pas une lecture très sérieuse, sinon c'est une lecture de curiosité, de feuilletage. Alors je sais qu'il y a des différences qui sont notables. Alors déjà dans le choix des néologismes, c'est assez normal.
Mais je crois que l'édition américaine a fait beaucoup de changements en fait par rapport à la version originale. À la fois dans l'intrigue, notamment dans le deuxième tome. Alors c'est complètement idiot, mais des fois les éditeurs américains réfléchissent pas très très loin ou pas à très long terme. En fait, il y a une partie du deuxième tome où bon, il y a un projet de l'un des personnages qui se base sur un autre roman de Liu Cixin, c'est-à-dire sur une invention fictionnelle hein, d'un autre roman qui a été traduit en français. Je crois que le titre en français c'est Boule de foudre. Et la version américaine, enfin, l'éditeur américain a dit bon, nos lecteurs connaissent pas, donc vous allez changer en fait le texte. Ce qui est totalement idiot parce qu'ils ont fini par traduire le roman après. Enfin bref, c'était pas. Et puis il y avait, pour la petite anecdote, j'ai un lecteur français un jour qui m'a écrit en me disant qu'il avait lu, commencé à lire la traduction en anglais, puis qu'il avait ensuite enchaîné sur ma traduction. Et il m'avait dit il manque plein de choses dans votre premier chapitre, enfin dans la traduction en français. Et bon, pourquoi pas, hein. Donc je suis allé vérifier et ce qui est assez rigolo, c'est que l'éditeur américain, je pense que c'est l'éditeur davantage que le traducteur, avait mis plein d'infos en plus sur la révolution culturelle. C'est-à-dire qu'ils avaient mis la révolution culturelle lancée par Mao avec des gardes rouges à telle époque, etc. dans le texte, ce qui n'était pas nécessaire de faire en français et ce qui évidemment n'était pas le cas en chinois puisque il n'y a pas besoin de rappeler aux lecteurs chinois ce qu'était la révolution culturelle. Ah, intéressant, intéressant. Donc ils ont quand même une marge de manœuvre pour rajouter ou même supprimer des éléments. Il y a eu aussi, je crois, beaucoup de... Alors, j'ai pas regardé vraiment dans le détail, hein, mais j'ai vu qu'il y avait un article académique qui était sorti sur les modifications des... je crois qu'il y en avait plus de 1000 hein, sur la trilogie dans la version en anglais, sur les personnages féminins, sur ce qui était jugé, en fait, misogyne ou sexiste. Et je crois qu'ils avaient fait, enfin, en tout cas, d'après la chercheuse, plus de 1000 modifications dans cette optique. Ce qui est un peu, à mon avis, enfin bref, ils ont dû passer du temps pour pas grand-chose, puisqu'un auteur, il reste misogyne s'il est vraiment misogyne. C'est pas parce qu'on fait quelques retouches que ça va devenir un défenseur de la cause féministe. Bon, donc c'est, voilà, je pense que c'est pas forcément nécessaire Ouais, d'apporter autant de effectivement. changements, même si je peux comprendre l'idée derrière, hein, c'est de peut-être de rendre le texte moins cliché, mais en même temps, bon, voilà, on change pas un auteur, donc Effectivement, cette polémique avait un peu surgi sur la plateforme sur laquelle je partage mes vidéos. Il y avait eu beaucoup de remplacements, notamment du mot femme par le mot les gens, people, ce genre de choses, pour essayer de lisser un petit peu les éléments les plus misogynes. Mais c'est vrai qu'on se demande un petit peu si ça change grand-chose. bah, c'est assez artificiel, je crois. Alors, Hmm. il y a des choses enfin, il y a des jeux qu'on peut faire, c'est-à-dire que, effectivement, il a une certaine tendance, mais c'est aussi un écrivain de son époque, un mec qui est ingénieur, qui a aussi, voilà, ses lectures à lui, et qui va souvent présenter les femmes physiquement comme étant jeunes et jolies. Enfin, je caricature un peu, mais avec la police et blanche, enfin bref. Et c'est vrai que des fois, on n'est pas obligé de le répéter, c'est-à-dire que si ça revient dans le texte et qu'on présente le visage de la femme, on suffit de dire le visage blanc ou je ne sais quoi, on n'est pas obligé de répéter certains adjectifs, mais c'est vraiment anecdotique. Un truc que j'avais fait qui est assez rigolo, c'était il y a à certains moments, je sais plus dans quel tome d'ailleurs, il y a des représentants des différentes nations qui, je sais pas, échangent sur les projets à venir. Et ben, comme vous le savez, en chinois, on n'a pas de genre, c'est-à-dire que si c'est pas clairement indiqué, on ne sait pas si un personnage est masculin ou féminin. Et donc, je me suis amusé à mettre des représentantes avec à côté des représentants de telle nation, sachant qu'aucun indice n'était donné en chinois. Mais il est probable, j'en sais rien, hein, que peut-être que dans la tête de l'auteur, c'est tous des mecs. Mais moi, je me suis amusé, voilà, sachant qu'il n'y avait aucun indice particulier, à voilà, créer des personnages féminins très très secondaires, hein. C'est un personnage qui prend la parole une fois. Mais ça, disons qu'on peut jouer sur les ambiguïtés ou les possibilités offertes par la langue, mais pas changer, en fait. Hmm. Sinon, ça a moins de sens. Ouais, bien sûr. Donc vous avez respecté la parité, vous avez fait 50-50? Non, non, c'était Non, quand un c'était peu. possible et que je sentais que c'était Ouais, pas mal que une représente, enfin, je sais pas, l'Assemblée des Nations Unies qui ait au moins une représentante, ouais, voilà, pour donner un côté réaliste à la chose. Mais c'était pas, voilà, c'est-à-dire que s'il y avait un indice ou un pronom particulier qui permettait de dire que c'était un homme, il n'y avait pas de raison de le changer. ouais, bien sûr.
concernant justement ces changements et puis leur impact aussi sur les adaptations futures. Est-ce que vous êtes potentiellement amené à travailler en dehors du roman, c'est-à-dire pour des adaptations pour des séries, pour le cinéma? Est-ce qu'on peut éventuellement faire appel à vos services ou est-ce que vous restez en dehors de ça? Alors, pour les adaptations séries cinéma, on m'a jamais vraiment contacté alors, un petit peu pour la promotion peut-être de la série Netflix, mais je sais pas encore trop quelle sera ma part dans ce projet. Mais j'ai pas été sollicité pendant tout le processus. Je pense qu'en fait, la version qui, alors on peut le regretter, mais qui servira un peu de base aussi à l'adaptation, ce sera la version anglaise. Alors j'espère quand même que les traducteurs des sous-titres, par exemple, consulteront la version française, ou ne serait-ce que pour les néologismes en fait. Sinon, c'est un peu dommage quand même les lecteurs risqueraient s'y perdre. Euh, pour les bandes dessinées un peu plus, là, il y a une adaptation en BD qui va sortir de la trilogie, euh, bon, qu'on m'a proposé de la traduire. Mais pour le cinéma, non, c'est vraiment tout un autre système en fait. C'est-à-dire qu'il y a des agences de sous-titrage. Euh, J'espère, en tout cas, normalement, s'ils font bien leur boulot, ils consultent les traductions en français existantes. Mais j'ai pas été sollicité pour les adaptations cinématographiques. D'accord. Par rapport aux premières images que vous avez vues, là, il y a eu quelques trailers, quelques teasers qui sont sortis pour l'adaptation de Netflix qui arrive le 21 mars. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que vous n'êtes pas forcément curieux de voir ce que ça va donner, la version américaine de tout ça? Il y a un peu de curiosité, mais je suis pas, contrairement à plein de fans, en fait, dans une attente extrêmement ouais, enthousiaste. Mais ceci dit, c'était pareil pour l'adaptation chinoise, en fait. Enfin, pour moi, c'est voilà, deux projets différents. C'est-à-dire que je le vois pas forcément avec les yeux de celui qui va regarder comment c'est fait, ce qui a changé, ce qui a pas changé. Je suis pas aussi passionné, je dirais, dans les deux sens du terme, que par un grand nombre de lecteurs, de lectrices. Par exemple, la série chinoise, je l'ai pas vue jusqu'au bout. Pas parce que c'était pas bon, hein, mais parce que c'était autre chose en fait. Donc, j'étais pas forcément voilà à fond dedans. Pour Netflix, je sais certainement qu'il y aura plein de choses qui vont changer, qu'il y aura un peu de ce qu'on appelle le whitewashing, c'est-à-dire qu'on fait une série aussi avec ben, des personnages blancs, occidentaux, pour coller à un public qu'on imagine être universellement blanc, ce qui sera forcément un peu dommage. Mais après, comme j'ai pas forcément une sorte de rapport, je sais pas, émotionnel aux tripes à ce type d'adaptation, ce sera pas gênant pour moi. Mais je sais que voilà, il y a plein de lecteurs, lectrices chinois qui sont extrêmement attentifs à comment ça va être adapté. Moi, j'ai un peu de détachement en fait. Je pense que l'œuvre est là, puis après, on en fait un peu ce qu'on veut, quoi. Mais d'ailleurs, je Ok. pense que c'est l'attitude de la plupart des auteurs ou des autrices dont les œuvres sont adaptées. Il y en a quelques-uns qui sont très très regardants, et puis d'autres qui se disent, bon bah, ma foi, ils font ce qu'ils veulent avec. Moi, j'ai fait mon boulot, et après, ils font ce qu'ils veulent. Très bien. Et pour finir sur cette première partie consacrée à l'œuvre, est-ce que vous avez souvenir d'un moment particulièrement mémorable lors de ces, j'imagine, de ces longs mois de traduction qui qui ont été pour vous la traduction de cette trilogie? Alors, toute traduction, elle est un peu masochiste, en fait. C'est un plaisir maso, c'est-à-dire qu'on souffre en même temps qu'on prend du plaisir. Moi, la traduction j'ai vraiment pris un pied énorme sur la traduction du troisième tome, en fait, que je considère, mais c'est purement subjectif, comme le meilleur des trois. Ce qui est assez rare, en fait, parce que dans des trilogies, souvent, le premier est très bon, puis après, ça décline. Moi, je me souviens avoir vraiment, ouais, j'étais vraiment très très enthousiaste quand j'ai traduit le troisième. Puis pour une raison aussi qui est la suivante, c'est que je l'avais lu longtemps avant. En fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est assez rarement le cas quand on traduit, c'est de me mettre dans une position de lecteur, en fait, et de défricher le texte avec la traduction, de faire une sorte de lecture-traduction. Mais c'est rarement possible parce que, comme la plupart du temps, c'est des textes qu'on apporte nous, forcément, on les a lus. Or là, je m'étais forcé quand j'avais commencé la traduction du premier. Donc c'était quand même 5 6 ans après ma lecture, hein, la première lecture. Je m'étais dit, bah, je vais oublier, quoi. Je vais essayer d'oublier, de me mettre dans une position de lecteur qui découvre ça, quoi, qui est embarqué dans ce voyage. Et c'est ce que je suis arrivé à faire un petit peu pour le troisième tome, dont je me rappelais évidemment l'histoire et un certain nombre de choses.
mais je m'étais efforcé de me mettre dans cette position un peu cognitive de celui qui oublie le texte. Et du coup, c'était un vrai plaisir, en fait, parce que c'était une vraie redécouverte à travers la traduction. Donc, il y avait une sorte d'excitation, d'une stimulation qu'ont pu ressortir sans doute certains lecteurs, encore plus ceux qui avaient jamais lu le texte, mais que j'ai quand même réussi à ressentir dans la traduction de troisième tome. Très bien. Super. Alors, pour passer donc à une deuxième partie qui sera plutôt un peu plus personnelle, j'imagine, puisque ce serait plutôt pour parler de votre relation à la langue chinoise. Je voulais vous demander tout d'abord comment est-ce que le mandarin est entré dans votre vie? Alors, c'était à une époque, il y a déjà 15-20 ans de ça. Non, j'ai commencé en 2003, je crois. Donc, ouais, il y a presque 20 ans, enfin plus de 20 ans même. Moi, j'avais pas fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de cours de chinois dans le secondaire en France, c'est-à-dire dans les collèges, les lycées, il y en a plus maintenant. Moi, j'ai commencé à l'université, en fait, le chinois. Alors pourquoi j'avais fait du chinois à l'époque? Pour plusieurs raisons, je pense. Déjà parce que j'aimais bien les langues étrangères, et puis je voulais faire plein de choses à l'époque, comme souvent les lycéens, on a envie d'aller faire plein de filières différentes. Moi, je voulais faire de la littérature, des sciences politiques, de l'histoire, et le fait d'apprendre une langue étrangère, ça permettait de combiner tous ces intérêts, c'est-à-dire qu'on apprenait à la fois une langue, une histoire, une littérature, donc quelque chose qu'on connaissait pas. Il y avait sans doute une part de défi, de se dire est-ce que je vais y arriver? Et puis je pense aussi une volonté un peu exotique, quoi, de se dire bah on va essayer d'aller voir quelque chose qui est très très différent. Après on revient un peu de ce fantasme. Aujourd'hui je considère pas que c'est le miroir de notre monde, la Chine. Au contraire, il y a des tas de liens en fait, il y a des tas de choses en commun. Mais c'est ce qui m'a peut-être mis à l'époque dans le train de l'apprentissage du chinois, cette idée que ce serait sans doute quelque chose de radicalement différent. Ça m'a plu, Et, donc j'ai continué. et ça, ouais, cet apprentissage, il a été ininterrompu. Vous avez réussi à maintenir votre assiduité jusqu'à, j'imagine, des voyages là-bas, à Taïwan ou peut-être en Chine. Oui, alors mon premier voyage, je l'ai fait en fait dès ma première année de licence, donc c'était en 2004, 2004, où on était parti avec deux camarades de classe, je pense un peu plus de 2 mois, pas loin de 3 mois, je crois, donc l'été, où on s'était fait, c'était notre premier voyage, moi c'était mon premier voyage en Asie, et même un peu loin d'ailleurs, je n'étais jamais vraiment parti très loin. Et on était allé un peu sur les traces des anciennes capitales dynastiques, c'est-à-dire qu'on avait eu des cours sur l'histoire de la Chine impériale. Et on était allé à Loyang, à Kaifeng, à Xi'an. On avait fait un peu tout ce parcours-là, en fait, Chine, un peu la plaine centrale. Donc ça avait été, c'était chouette. Puis c'était une époque vraiment intéressante, quoi, le milieu des années 2000. Donc après, j'y suis retourné plusieurs fois. Et puis j'ai fait une bonne partie de mes études à Taïwan, euh, où je retourne en fait plus régulièrement qu'en Chine. Ouais. Oui, c'est quand même un sacré morceau. Les quatre capitales dynastiques, c'est quand même des grosses distances. Vous avez fait ça en combien de temps? Alors, comme on y restait pas loin de 3 mois, ça nous permettait vraiment de rester une semaine, même plus dans chaque endroit. On le faisait en train. euh, donc avec les trains, vous connaissez sans doute. Alors même si maintenant les trains vont plus vite, alors il y a un côté moins route que peut-être ça l'était à l'époque. Et encore, je pense qu'il y J'ai avait fait... encore plus route dans les années 70, hein. Mais on ouais. faisait ça en train ou en car. Euh, on s'était aussi donné comme objectif avec les copains à l'époque de dépenser le moins, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent non plus. Alors, c'est pas cher, la Chine, hein. Enfin, c'était pas cher du tout en ce temps-là. Mais donc, on était voilà, on était le plus roots possible, quoi. Donc, on allait dormir chez des gens, on prenait des hôtels, les hôtels les plus miteux des villes. Donc, on prenait notre temps, en fait. Voilà. Et j'ai Mais fait sur une période qui est quand même assez restreinte, hein. ah, 3 mois, c'est pas tant que ça, finalement, mais voilà, c'était ouais, notre rythme. ça laisse le temps de voir quand même pas mal de choses. Et j'ai fait le train en hard seat entre Pékin et Xi'an et je m'en souviens très bien. C'est quand même une expérience qui marque. Ouais, donc je pense que le maximum qu'on avait fait à l'époque, est-ce que c'était Xi'an, Shanghai, c'est possible? Bon, il y avait, en tout cas, c'est une trentaine d'heures, je crois. Mais c'était chouette parce on rencontrait plein de gens, on rencontre plein de gens dans ce genre de train, puis des gens qui venaient des régions du Xinjiang, par exemple, qui étaient déjà là depuis une dizaine d'heures ou une vingtaine d'heures. Voilà, donc ça crée aussi des relations sympas. Et alors, par curiosité, à Taïwan, c'est dans dans quelle ville? Est-ce que vous êtes plutôt
plutôt relié à Taipei ou est-ce que quels sont un petit peu les pieds-à-terre que vous avez quand vous retournez là-bas? Alors, moi, j'ai fait mes études en fait dans l'université de Tsinghua. Alors, il y a aussi une Tsinghua à Pékin, là, c'est Tsinghua de Taïwan, qui est un peu au sud de Taipei. Donc, Taipei, j'y ai vécu quelque temps, mais pas tant que ça finalement. Non, je retourne souvent dans le sud où j'aime bien la côte est aussi, où c'est voilà, peut-être le plus sauvage. Enfin, si tant est que ça puisse être, mais si quand même, parce que Taïwan, c'est recouvert à trois quarts de montagne. Donc, il y a plein de lieux dans lesquels, en fait, on a souvent l'image, je pense, en France, des grandes métropoles ou de quelque chose de très industrialisé, ce qui est vrai pour la plaine ouest, mais moins pour la côte est ou les montagnes centrales. Donc, j'aime bien aller, voilà, aussi de ce côté-là. Super. Alors pour en revenir un petit peu à l'œuvre de SF, est-ce que vous avez le sentiment que la langue chinoise influence la manière de raconter une histoire qui soit spécifique à à la science-fiction? Par là, j'entends, est-ce que vous voyez une particularité qui serait proprement liée au mandarin, qu'on ne retrouverait pas dans les autres langues, mais qui est une façon de raconter une histoire de science-fiction? Alors, en partie, oui. Et après, bon, je pense qu'il faut prendre en considération le fait que chaque écrivain a sa langue, donc a une langue étrangère dans sa propre langue. Donc souvent, c'est ce qui fait le plus la différence, ce qui est le plus décisif, c'est vraiment la langue de l'écrivain ou de l'écrivaine. Mais le mandarin a ses particularités, notamment, je pense à deux particularités sans doute intéressantes aussi quand on écrit de la science-fiction, c'est le fait qu'il n'y ait pas de temps conjugué, enfin, qu'il n'y a pas de temps du récit, hein. Donc, c'est à nous, traducteurs, traductrices, de choisir le temps qui nous semble le plus efficace, le plus collé au rythme ou à la poétique du texte. Il y a tout un passage, enfin un passage. La première partie, on va dire l'introduction, l'entrée dans le troisième tome, par exemple, de la trilogie du problème à trois corps, se passe dans un univers où le temps commence tout juste. Donc il n'y a pas de passé, presque pas de présent, pas de futur. Et donc c'est assez intéressant de voir ce qu'on fait comme choix de traduction pour pour rendre un temps qui n'existe pas, ce que permet en fait la langue chinoise. Il y a aussi, alors la question était un peu moins, peut-être moins prégnante dans le problème à trois corps, mais le fait qu'on peut tout à fait dissimuler le genre d'un personnage d'un bout à l'autre d'un récit, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire en français, et ce qui permet en science-fiction de créer des nouvelles espèces, de réfléchir à des personnages qui seraient pas forcément identifiables par leur genre, ce qui est un peu plus compliqué à faire en français, alors qu'en chinois, c'est assez facile de le faire. Et puis, c'est très facile de créer des mots en chinois, plus qu'en français, je pense, où on passe beaucoup par l'étymologie. D'ailleurs, c'est plus compliqué de créer des néologismes en français qu'en anglais, par exemple. On peut facilement faire des collages, des puzzles comme ça. Et en chinois, on fait vraiment ce qu'on veut, quoi. C'est vrai que c'est une œuvre qui se caractérise aussi par la richesse en termes de références, bah, à la fois évidemment scientifiques, mais aussi dans le domaine historique où il y a énormément de choses qui se réfèrent à soit parfois le côté mythologique d'histoires qu'on ne connaît pas forcément très bien en France, ou alors de rois et d'empereurs qui ont vraiment existé. Est-ce que vous avez découvert des choses en traduisant cet ouvrage? Est-ce que ça a changé votre perception de de la culture chinoise? Oui, bah, j'ai découvert des tas de choses. Euh, En science, alors énormément, parce que j'ai beau m'intéresser à la science, j'ai pas forcément les compétences pour tout saisir, ou pour tout rendre d'ailleurs. Je me suis fait relire par des amis astrophysiciens lors de de la traduction pour éviter de dire des bêtises en français. Alors, il est possible que j'en ai écrite, hein, mais bon, j'essaie en tout cas de minimiser les dégâts en me faisant relire par des astrophysiciens qui connaissent très bien leur domaine. Sur la culture ou l'histoire, un petit peu, mais pas tant que ça, mais c'est pas forcément ce qui est au cœur, en fait, du récit. D'autant plus que ce qui est assez intéressant chez Liu Cixin, c'est que même dans le premier tome, ou avec le jeu, on se retrouve à différentes époques, à l'époque des royaumes combattants, par exemple, ou avec Mo Tzu ou d'autres, ce sont pas les vrais Mo Tzu, les vrais royaumes combattants. C'est-à-dire qu'il s'amuse aussi à déstructurer ou à jouer un peu sur l'histoire, à mettre des personnages anachroniques dans d'autres périodes. Et même d'un point de vue astrophysique, ce qui, je pense, est aussi un défi pour les scientifiques qui lisent le roman, c'est que ça a beau se passer, on le suppose, sur Alpha du Centaure, elle n'a pas les mêmes caractéristiques que la vraie Alpha du Centaure.
Ce que savent pas forcément tous les lectrices et les lecteurs, mais lui-même l'assume, hein, c'est-à-dire que dans sa démarche, il a une sorte il fait une sorte d'uchronie scientifique, c'est-à-dire qu'il place des éléments scientifiques qui ressemblent de très près aux lois physiques qui sont les nôtres, mais avec quelques divergences. Et c'est là où c'est pas toujours évident, c'est qu'il faut arriver à percevoir ce qui est de l'ordre de la science dans l'état actuel de la connaissance et de ce qu'il propose comme imaginaire scientifique. Mais ça, le Oui, un lecteur n'a petit- pas forcément besoin de tout savoir, mais le traducteur, oui, quand c'est même, ça. c'est un peu important. Les lecteurs qui ont vraiment une appétence pour la science-fiction les sciences en général, c'est vrai qu'ils sont plus attentifs à ce genre de choses, mais on parle peut-être une minorité par rapport à son lectorat en tout. Concernant justement des difficultés propres à la langue chinoise, je pensais effectivement, vous parliez des néologismes qui apportent leur lot de décisions, de choses à trancher. En dehors de ces néologismes-là, est-ce que vous avez rencontré des difficultés spécifiques aux Chinois? Et puis, plus largement, comment est-ce que vous gérez, notamment, je pensais aux jeux de mots, aux interactions souvent orales, comment est-ce que vous arrivez à retranscrire ça et quelle marge de manœuvre vous vous laissez pour traduire ça en français? Euh, alors, déjà, moi, je pars du principe, mais c'est un point de vue personnel, que tout est traduisible, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'intraduisible. Simplement, il y a des degrés de réussite ou d'échec de la traduction. Mais partant du principe qu'on traduit tout, tout est traduisible. Après, voilà, on s'écarte plus ou moins, on cherche des effets plutôt que euh, on va dire, des transparences. C'est ce qui est le cas, par exemple, pour les jeux de mots ou l'humour. En fait, ce qui est important, de mon point de vue, hein, après il peut y avoir différents avis de traductrices ou de traducteurs, c'est de créer un effet, de créer un résultat sur la lecture, sur le lecteur, sur la lectrice. Donc il y a assez peu d'humour dans les romans de Liu Cixin, un peu plus dans ses nouvelles, mais par exemple, si c'est un jeu de mots qui effectivement est euh, qu'on peut difficilement rendre en français, puisqu'il s'agit d'un jeu de mots, synonymique ou homophonique, il y en a beaucoup en chinois. On essaye voilà, d'avoir un petit détour, c'est-à-dire qu'on va créer un effet humoristique, mais qui peut-être aura pas lieu sur les mêmes choses. Ce sera pas forcément le jeu de mots, mais ce sera peut-être la manière dont va s'exprimer le personnage, ou une situation, ou l'usage d'une expression anachronique. Enfin voilà, on va essayer de trouver, on va dire, une sorte de voie de détour qui va permettre de rendre un effet. Même chose d'ailleurs pour un. Alors, les néologismes, c'est encore autre chose, mais quand vous souhaitez rendre. Quand par exemple, dans un texte contemporain, on utilise un peu le chinois classique, par exemple, clairement, le lecteur, la lectrice chinoise va s'en apercevoir. C'est-à-dire que c'est un effet qui va produire quelque chose dans la lecture. On peut pas, il n'y a pas de différence exacte entre le français, enfin, c'est qu'on peut pas vraiment trouver d'équivalent pour le français. Mais on va essayer d'utiliser une expression soit un peu plus désuète, soit un peu plus littéraire. On va essayer voilà, de créer ce genre d'effet. Donc en fait, tout est traduisible, mais effectivement, des fois, il y a échec de traduction parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et puis des fois, on s'éloigne un peu. Mais c'est comme la poésie, en fait. Évidemment, il y a plein de choses qu'on ne peut pas traduire exactement en poésie, mais on essaie de chercher des effets, des sensations qui se rapprochent le plus de la sensation perçue lors de la première lecture en langue originale. Est-ce que vous avez justement le souvenir précis d'un exemple d'une traduction que vous avez trouvé particulièrement réussie sur un problème compliqué? Euh, Alors, moi, il y a une traduction dont je suis assez fier pour le problème à trois corps, parce on en est là. C'est la traduction du concept de Mienbi-jo, qui était une vraie galère à traduire, cette idée de Mienbi-jo. Donc, Mienbi-jo, pour les lecteurs chinois, ils connaissent sans doute s'ils ont lu la trilogie. Sont donc des personnages qui doivent en secret en trouver des stratégies de défense contre les envahisseurs extraterrestres, pour le faire très simple. Là, j'ai un peu totalement divulgaché une partie de l'histoire, mais on va partir du principe que les lecteurs et les lectrices connaissent un peu. Et qui littéralement, c'est un petit peu ceux qui font face au mur. Alors, il y a plusieurs dimensions dans cette expression. Il y a une dimension presque religieuse aussi, parce que c'était une attitude d'ermite bouddhiste notamment, hein, de méditer face à un mur pendant des années avant de trouver une solution, donc méditer en silence, alors pas une solution, l'éveil en tout cas. Et puis, c'est une expression qui est assez ramassée, en fait, mienpijo, en trois syllabes, en trois caractères. En anglais, on en parlait tout à l'heure, c'est assez simple d'arriver à trouver des choses, puisque wall facer, ça allait bien, c'est vraiment celui qui fait face au mur.
En français, ça faisait tout de suite lourd, face mureur ou je sais pas, un truc autour de la muraille. Donc il s'agissait de trouver un mot, un autre mot qui puisse glisser parce qu'il se retrouve quand même plein de fois dans le texte. Et donc je me suis inspiré, je crois que je l'évoquais tout à l'heure, d'un auteur français qui s'appelle Michel Jury et qui avait, alors c'est un autre contexte, un d'autres personnages, des personnages qui s'appelaient des colmateurs. Alors les colmateurs chez Michel Jury, en fait, c'est des sortes de policiers de voyage dans le temps qui colmatent des brèches dans un continuum spatio-temporel. Et l'idée de colmateur, ça marchait assez bien avec plusieurs choses en fait, à la fois avec le fait que ce soit relativement fluide, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ce terme, parce que face mirror, tout le texte, c'est quand même un peu lourd. Il y avait l'idée de colmater une brèche qui avait été ouverte par l'humanité. On retrouvait un peu voilà, la dimension du mur. On perdait peut-être un petit peu de la notion bouddhiste première. Mais voilà, donc j'avais été assez content de cette trouvaille, qui était, et là pour le coup, c'est un exemple que je donne parfois quand on me dit dans quelle mesure est-ce que la traduction automatique est pas capable de faire tout ce que fait des traducteurs humains? Certainement que, je sais pas, ChatGPT, Google Traduction, ne serait pas allé chercher du côté d'un romancier français de science-fiction pour traduire cette expression. Peut-être qu'ils auraient trouvé autre chose, hein, d'ailleurs tout aussi intéressante, mais il y a des sortes de contingences comme ça qui sont un peu humaines en fait, puisqu'elles sont le fruit du hasard ou de la, ouais, d'une intuition particulière. Vous mentionnez les outils de l'intelligence artificielle qui viennent un petit peu envahir tous les domaines aujourd'hui. Comment vous regardez ces outils justement dans le domaine spécifique de la traduction? Alors, c'est toujours un peu inquiétant, je pense, pour les traductrices, traducteurs qui se voient menacés dans leur travail. Je pense que c'est en particulier le cas dans les traductions plus techniques. La traduction littéraire est pour l'instant un peu plus épargnée pour, à mon avis, deux raisons. Par la spécificité des textes à traduire. Et puis aussi, je pense, par une forme d'éthique de la part des éditeurs, des éditrices, pour l'instant, hein, en touchant du bois, qui se disent, bon, on va quand même pas oser, pour un roman chinois ou un roman japonais, faire traduire par une IA. À combien de temps va durer cette sorte de barrière, cette digue, je ne sais pas. Je pense que là où on se trompe parfois, c'est qu'on essaie de poser la question sur le terrain de l'efficacité ou de la réussite ou de la précision ou de la justesse de la traduction. En fait, on ne peut pas concurrencer l'intelligence artificielle. C'est ce que je dis parfois à mes étudiantes et mes étudiants dans des cours de traduction, c'est que ChatGPT, DeepL ne fait pas de faute d'orthographe ou de grammaire. Or, eux, si. Et donc là, effectivement, si on se passe d'un... Enfin, si, ils en font pas tout le temps, mais ça nous arrive beaucoup plus facilement de faire des coquilles qu'une intelligence artificielle qui ne fait pas de coquilles, en fait. Elle peut se tromper dans la traduction, elle peut faire des contresens, mais elle fera pas de coquilles. Mais c'est aussi que de la traduction s'expérimente par l'échec, en fait, ou par l'approximation, ou par l'intuition, ou par le hasard, ou par... Et c'est ce qui rend, c'est ce qui, je pense, fait la beauté d'un texte littéraire, c'est aussi l'humanité qu'il y a dedans. La trilogie de l'Iotocine, c'est à la fois un chef-d'œuvre et en même temps, elle a plein de défauts, ou elle a plein euh, je sais pas, d'écueils, Et c'est aussi ça qui fait qu'on apprécie ce genre de travail. Donc, si on a un texte vraiment lisse qui ressemble à un manuel technique, je pense qu'on ressent plus tout à fait la même émotion. Même chose pour la création artistique, d'ailleurs. Bon, bah, le fait qu'on se retrouve, qu'on arrive à être ému par une peinture, ou qu'on arrive à être ému par un film ou par un livre, c'est aussi toute la part d'humain qu'il y a dedans, la souffrance qui a été éprouvée par l'artiste, enfin voilà, la part biographique qu'on peut y retrouver. Donc c'est, je pense, davantage sur ce terrain-là qu'il faut se positionner en tant que traductrice traducteur. En fait, c'est qu'est-ce qu'on attend d'une œuvre littéraire? On va essayer vraiment de faire une différence là où la machine ne pourra jamais être en compétition avec nous sur le côté vraiment humain et émotionnel de la chose. Oui, puis encore une fois, je pense qu'on se nourrit aussi dans l'art de l'erreur, de l'échec, de l'approximation, et c'est ce qui fait que c'est humain. Sinon, bon, il y a un peu moins d'intérêt. On est moins touché en fait par ce voisinage ou par ce cousinage avec des autres êtres humains. Bien sûr. Juste pour en revenir donc aux œuvres littéraires, et ce sera la dernière question concernant l'apprentissage de la langue chinoise. Est-ce que vous avez des œuvres littéraires qui vous ont marqué lors de votre apprentissage du chinois? Alors c'est compliqué à dire ça, parce que ça change un peu souvent. Euh, alors je pense que comme beaucoup d'étudiantes et d'étudiants, moi j'ai beaucoup aimé Lu Xun, mais
Bon, parce que ça m'a vraiment touché, parce que je pense que c'est vraiment un génie. Et puis j'ai été touché à différents moments et pour différentes raisons. Alors un auteur sur lequel j'ai travaillé pour ma thèse, qui est un auteur taïwanais qui s'appelle Wu Mingyi, et qui, voilà, est un auteur que, je sais pas, il y a un rapport vraiment émotionnel à ces textes-là. Et puis il y a des auteurs, des autrices que j'aime par ailleurs ou que je relis avec plaisir, mais ça change un peu. Moi j'aime bien Tsai Xue parmi les écrivaines contemporaines en Chine. Euh, mais voilà, moi j'aime un auteur que j'ai traduit aussi récemment qui s'appelle Chen Qiufan, qui est un jeune auteur de science-fiction chinois. J'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Voilà, ça peut changer en fait, donc c'est assez difficile de dire. Mais je pense que comme tout étudiant de chinois, ou enfin en tout cas une bonne partie, on a été marqué par les textes de Lu Xun. Et sur les prochaines ambitions de traduction que vous avez, est-ce qu'il y a un auteur qui se démarque, quelqu'un que vous avez vraiment envie de traduire en français? Alors, il y a un auteur taïwanais que j'aime bien, dont j'avais déjà traduit un roman qui s'appelle La guerre des bulles, qui s'appelle Gao Yifeng, dont j'aime beaucoup la plume, qui c'est très, on va dire qu'on est très dans, c'est quelque chose d'assez kafkaïen, un peu absurde, noir, un peu surréaliste. Et puis parmi les auteurs chinois, je pense que là où il y a une créativité assez importante dans la littérature contemporaine chinoise, c'est dans la littérature de genre, en fait, dans la fantasy, dans la science-fiction. Je trouve qu'il y a une sorte de renouvellement de la langue, de recherche thématique qui est sans doute plus, enfin de mon point de vue en tout cas, plus excitante que dans la littérature plus classique. Et donc, il y a des jeunes écrivains, je pense à un écrivain qui s'appelle Mu Ming, donc je suis en train de traduire une novella qui est vraiment intéressante. Chen Qiufan, dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, qui ont des tas de choses à raconter et qui ont des tas de manières de le raconter, donc c'est intéressant. Super. Ben, on est plutôt dans les temps, on a encore un peu plus de 30 minutes, mais bon, je ne sais pas si on va utiliser tout le temps. De toute façon, on n'est pas obligé d'aller au bout, mais du coup, j'ai posé à peu près toutes mes questions en partie française. Et si vous le voulez bien, on peut parler un petit peu en mandarin euh, pour parler un petit peu peut-être de sujets un peu plus légers. Je pense que ce sera sûrement des choses que je vais pas forcément laisser telles quelles, mais peut-être plutôt isolées sur des questions un petit peu plus courtes, entre guillemets. Euh, mais voilà, je sais pas si si vous êtes prêt, mais on peut, si vous voulez, on peut Oui, pas de commencer, on problème. peut switcher. 我们可以换一个语言，其实我的普通话其实应该没有您好，但我们可以尝试一下。第哪有一个问，没关系。嗯，我们可以从刘慈欣这个作者开始。我是想问你一下，如果你可以随便问他一个问题，你会问他什么？啊，这是一个好问题，因为不同的作家就面对不同的作家会想要问不同的问题。其实刘慈欣他话不多，然后他讨论他的作品的内容也不多，所以我跟他的讨论都是非作品的话题。那如果要问他一个问题，还是会希望知道他有没有打算写一个新的小说，因为我知道他应该也很辛苦，写完了这一个三部曲啊，然后现在这么有名，要写起来，写新的作品肯定不简单，所以我可能会想知道他有没有打算写新的事情。嗯，对，看起来他可能现在没有时间去开始一个新的作品，我也不知道以后他会不会有这个打算。您是知道大概现在他会怎么花自己的时间？他会不会参与到一些比如说影视作品或者其他的项目？他好像，他的参与的这个程度我不晓得，但是他基本上所有的改编，特别是在中国的改编、影视的改编、漫画的改编、游戏的改编，他都会参与。那至于说他的参与是到哪一个程度，我不知道，他应该这个会让他花很多时间。很多心思，因为你作为一个作家，你只是一个人在写，顶多就是你交稿的时候，编辑可能会给你一些想法，或是叫你改一些部分，但是游戏啊、电影啊。
电视剧啊，会涉及到很多人，所以你的讨论、你的会议就会特别多。所以就算是一个计划，只有一个项目，它可能要花的时间就比写一个长篇小说还要长。嗯。我接下来我想问你一下关于中文这个语言，你有没有一些非常喜欢的中文词或者一些表达方式？我喜欢的用语，我喜欢“辛苦了”这个说法。辛苦了是法语，是不太可能有一个对照的。其实要翻译的话也不容易啊。那我喜欢“辛苦了”这个说法是，就是一种对对方的一种感激，就说啊，那你做到了，或是你做到一些努力，你可能花了自己的时间来帮别人，那我对这件事情表达感激，表达感谢。我觉得“辛苦了”是一种中文特有的一个用语啊。法语没有，然后有时候会希望用法语来表达这个辛苦了的意思啊，那好像只有中文会冒出来这样子。那如果你比如说你在某一个作品当中，你看到这个说法，你会怎么用法语翻译它？要看上下文，可能有时候就一个谢谢，一个 merci 就够了，有时候是谢谢你来了，可能加一个动词啊，merci de ton aide，呃，可能是真的要看上下文，要看是发生了什么事情啊，然后谁在使用这个说法，但是没有一个固定的单一的翻译的方嗯。式。我能想到的有一个是 merci de t'avoir donné la peine，或者 merci de te donner la peine，但好像不能在随时用，可能是就好像法语当是不常听到这个说法吧。其实 merci de t'être 嗯 donné la peine 呢，偶尔会使用，但是不是像辛苦了那么常用。确实那当然，翻译也是就是某一个语言的用语啊，就不代表是要用单一的方式来翻它。像道教里面的这个道这个概念，其实你可以用各种方式去翻译它，voie、chemin，呃même règle、loi，enfin voilà，on a des tas de façons de traduire，其实可以用很多不同的词来转译。嗯。那中文的另一个特点是它的新词很丰富，尤其是在网络的词汇，几乎每天都会有一个新的用语。我很想知道您是如何跟上日本语言的创造力。跟不上，不太可能跟得上。我是在尽量，应该是说在我的，比如说我在法国在里昂大学教书，我们系上的老师可能是我会，因为我可能年纪比较小一点，我是可能最会跟，或是尽量去看有什么新的词汇、新的网络词语啊，但是还是跟不上，太快了，而且太丰富嘛。所以其实我有时候以为自己很懂那个网络新语，本来那个词汇可能已经过期了，已经用了一阵子，可能一年也好，一年也算过期了，所以我就不敢用太多。嗯。就是好像中文里有很多的 mot valise，可以把两个词的意思就放在一起，就拼在一起，然后就会变成一个新的词。你有没有一些，就比如说法语里面你比较喜欢的 mot valise？啊，其实法语里面我是喜欢看一些所谓的克里奥尔语的小说，克里奥尔的小说。那克里奥尔它其实不完全是新语啊，但是它毕竟也是一个拼出来的一个语言，来自于法语或是来自于当时法国不同地区的不同的方言，所以它其实有时候也会出现一些我们可能一般法语为母语的人。
对我来说的一种新语，或是一种就像你说的拼出来的一个新词，我就会特别有感，就特别喜欢看 Creole 里面可以发生了或者可以发现了什么样的新的词汇。嗯。那最后一个问题就是，您会向中国的学生推荐哪些法国或者不一定是法国，但是用法语的的作品或者作家？那就很多，但是其实我，因为你也先问了我了这个问题，所以我先做了一些功课。我看了有一个法国的科幻小说家，最近在中国出版了，翻译出版了。这个小说家卢卡索 （Romain Lucazzo），然后他的有一个科幻小说的系列叫做《拉丁姆》，法语就是 La s h u m 这个不错看，可以去看一下。嗯，当然也可以推荐那个有一个法国是那个龚阔奖的，龚阔的中文那个什么龚古尔奖，有一个法国挺重要的一个文学奖，不是上一个是可能是前年的，叫做《异常》（L'Anomalie），这个也可以去看看，它也跟科幻有一点关系。不然就很多。其实经典作品，我还是喜欢雨果的作品，所以没有看过雨果作品的人啊可以去看一下，嗯，在中国其实雨果很有名，我相信大家都也肯应该定是，看过。嗯。但是听过跟看过还是不一样。那对于一些比较可能是零基础或者一些刚开始学法语的学生，会不会想到一些比较适合开始学法语的作品？哦，这个很难说，因为要看每一个人的品味不同。我觉得尽量不要去看语言难不难，去看自己喜欢什么。也就是说，如果你喜欢科幻，如果你喜欢奇幻，如果你喜欢诗，如果你喜欢呃传说或者是现实小说都没关系，你去看一些看不懂的也没关系，反正就是去接触一下这个小说的内容。我觉得反而是相对于语言的难度更重要，就是你要去看你喜欢的作品。不然你觉得一个作品看起来很简单，但其实你如果对它没有感兴趣，或者你没有被它打动，还是没有用。就如果是文学的话，就去看一下自己喜欢的类型，自己喜欢的题目，还是比较重要。看不懂也没关系，我是看得懂，可能多少10%也好，没关系。去感受一下那个作品，比用一个字典来读重要。嗯。那最后一个问题，我就想问你关于缘分这个概念。您是否认为自己跟刘慈欣有缘分，或者跟这个作品有缘分？然后最后你会怎么用法语翻译这个概念？嗯，我觉得没有缘分，但是有一种默契。但是默契跟缘分不一样，缘分是本来就定好了，有这个命运。默契是你开始接触了之后，好像你们两个之间发生了一个不能说话的一种呃特别的关系，所以我不太相信缘分，可能有啦，但是我不是那么相信，但是我相信，有一种接触会产生出一种化学反应，化学反应就变成一种默契，就是说，比如说我刚刚有提到，我一般不会问作家太多问题，因为我知道，然后因为他也知道我知道，就是有这样的一个关系，所以其实我们话不用太多，或是我们讨论一个人的作品也不用太多，因为译者是一种读者，那可能是其中一个最认真或是最看过最多次，看到最透骨、最深层的读者，所以我相信默契，可能缘分看看吧，我也不晓得，可能没有这个感觉，我跟刘慈欣不是有缘分跟有默契。嗯，那缘分用法语怎么说呢？哦，euh, je sais pas, on pourrait en fait un peu changer en disant qu'il y a une sorte de destinée, où on est destiné à, où il y a une sorte de rapport, prédestination.
Voilà, mais il faudrait en fait, faudrait voir la phrase là encore. Ouais, Peut-être si on dit 他跟他有缘分, euh, ils partagent un destin en commun ou ils étaient destinés à se rencontrer, par exemple. On essaierait de changer un peu la phrase. très bien. On arrive au bout de cet entretien. Donc encore une fois, un grand merci pour votre temps. Et puis, j'ai hâte de voir un petit peu comment est-ce que l'arrivée de la série Netflix va probablement encore plus populariser cette série auprès du grand public. Et j'espère vous apportera aussi beaucoup de choses positives.